tu vas nous parler de retard pubertaire et de traitement d'exploration. À toi la parole. Très bien, très bien. Merci beaucoup Khalid, merci beaucoup chers amis de Tanger. Alors donc le retard pubertaire, qui est un sujet d'endocrinologie assez, on va dire assez fréquent. Avant tout, donc, on commence toujours par la physiopathie et on rappelle que pour qu'une puberté se démarre normalement, eh bien, ça dépend de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Ça veut dire testicule chez le garçon et ovaire chez la fille. Et donc, pour que tout se passe bien, il faut que le gonadostat fonctionne très bien. Et on sait très bien que le déclenchement de la puberté, il a un rapport avec des facteurs génétiques, des signaux périphériques, en l'occurrence la nutrition, et des perturbateurs endocriniens peuvent interagir dans le sens puberté précoce, et un stress psychologique ou une activité intense, ils peuvent interagir dans le sens retarder la puberté. Et donc, pour qu'une puberté se passe très très bien, il faut que on va dire, toutes les étapes de développement, à partir des neurones LHRH jusqu'aux gènes de réponse d'une hormone, fonctionnent tous bien. Donc, on rappelle toujours le développement normal de la puberté chez la fille et chez le garçon. Vous savez très bien que la puberté est définie par le développement des seins et non pas les règles. Et donc, ce développement des seins, il survient en général aux alentours de l'âge de 10 ans, 10 ans et demi, voire 11 ans chez la fille. Et un pic de croissance qui survient au stade S3 de Tanner. Et je vous ai mis ici à côté les différents stades dans les images. Et pendant ce stade S3 de Tanner se passe un pic de croissance pubertaire. L'âge osseux, à ce moment-là, il est aux alentours de 12 ans. Et le gain statural, à partir de là, il sera d'au moins entre 20 et 25 cm, voire 12% de la taille adulte sera déjà acquise à cet âge. Et après, l'âge de la ménarche, en général, il survient entre 18 mois, voire 2 ans et demi, après l'apparition du stade 2 de Tanner. Et le gain de la taille après la ménarche, il ne s'arrête pas. Il peut être continu, mais vraiment minime, et on peut encore gagner entre 5 et 10% de centimètres, voire même des fois moins. Ainsi, la taille adulte sera atteinte entre 2 à 4 ans après le démarrage de la télarche. Donc, c'est la télarche qui définit le début de la puberté. Alors, ceci chez la fille. Chez le garçon, la puberté est définie par l'augmentation du volume des testicules, qui va débuter entre l'âge de 9 ans et 14 ans. Et donc, avant 9 ans, c'est précoce, et après 14 ans, c'est tardif. Chez la fille, j'ai oublié de préciser qu'avant 8 ans, c'est précoce, et après 13 ans, c'est tardif. Et donc, ça commence chez le garçon par cette gonadage, avec un volume testiculaire qui dépasse 4 ml pour ceux qui ont des orchidomètres. Mais pour ceux qui n'ont pas d'orchidomètre, ils peuvent mesurer la longueur avec un centimètre, et ça va être 2,5 à 3 cm de longueur. La croissance de la verge, elle se fait en même temps que le pic de croissance pubertaire chez le garçon, et se passe aux alentours d'un stade G3, équivalent à 12-15 ml en orchidomètre et à 6 cm à peu près, et voire plus en centimètres. La pilosité pubienne, c'est la drainage, elle va apparaître à l'âge de 11 ans. La spermatogénèse entre 11 ans et 15 ans, et en moyenne à 13 ans, quand tout se passe bien. Et le pic de croissance pubertaire, comme on l'avait dit, c'est entre G3 et G4, avec un âge osseux de 14 ans. Farida, excuse-moi, je t'arrête parce que les diapositives ne passent pas. Donc je ne sais pas si tu... Si, moi, chez moi, elles passent. Elles ne passent pas, elles ne passent pas. Chez moi, elles passent. Ah, il y a un problème technique. Mais on vient de faire un essai et ils ont vu les diapos. Avant de démarrer, on a fait un essai. Est-ce que tu peux refaire un essai sur le diapo? Mets-le en diapo, mets en diapo ton... Oui, oui, c'est fait, c'est déjà fait, c'est en diaporama. Voilà, c'est bon là. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Je reviens. Voilà. Il faut cliquer sur le... Voilà, là où tu as cliqué. Vas-y, tu peux y aller. Très bien. Voilà, donc on disait que chez le garçon, on parle de retard pubertaire quand ce jeune garçon, il n'a aucun développement des gonades au-delà de l'âge de 14 ans. Voilà, donc ceci, c'est les images du stade de Tanner chez le garçon. Et ainsi, après la puberté, le pic de croissance pubertaire, il va être aux alentours de 12-13 ans chez la fille et de 13-14 ans chez le garçon. Et comme vous le savez, les filles terminent toujours plus petites que les garçons, avec un décalage de 13-12 cm.
Et ceci est dû au fait que les garçons ils fassent leur puberté plus tardive avec un pic plus ample et plus prolongé, alors que les filles elles le font plus précocement et un pic moins prolongé. Quels sont les marqueurs de la puberté? Ben, il y a des marqueurs biologiques et radiologiques. Biologique, c'est le taux de testostérone qui augmente chez le garçon, le stradiol qui augmente chez la fille, le taux de LH qui dépasse 5 milliunités avec un rapport LH sur FSH qui dépasse 0,6 aux stimulations. Bien sûr, l'IGF-1 qui augmente. Et au niveau radiologique, nous avons une maturation osseuse. Et donc, l'âge osseux, il va dépasser 12 ans chez la fille et 13 ans chez le garçon. Et chez la fille, on va avoir l'augmentation du volume de l'utérus qui va dépasser 35 mm, voire 40 mm. Falida, excuse-moi, il faut cliquer diapo par diapo pour qu'on te suive. Vas-y, tu cliques, on va pouvoir te suivre diapo par diapo. Là, vous voyez cette diapo? Non, on voit la diapo, mais elle est arrêtée. Il faut passer uniquement en mode diaporama. Bah, je suis en mode diaporama. Là, vous voyez cette diapo? On voit la diapo, oui, change. Là? Non, c'est toujours la même. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois que je refasse la même. Voilà, là c'est bon. Retard. Alors, donc, revenons au retard pubertaire. Bon, le retard pubertaire, finalement, il va être défini par la... Voilà, là c'est bon, tu restes comme ça. C'est bon. Voilà, je ne bouge pas. Donc, le retard pubertaire, il va être défini par l'absence du développement des seins mammaires après l'âge de 13 ans, ou alors une aménorrhée primaire après l'âge de 15 ans chez une enfant qui a peut-être fait ses seins avant 13 ans. Chez le garçon, c'est l'absence du développement des testicules après l'âge de 14-15 ans. Et dans les deux sexes, on peut considérer un retard pubertaire quand il y a une non-évolutivité de la puberté avec une stagnation du développement pubertaire pendant plus de 2 ans. C'est-à-dire que l'enfant, il va rester sur un stade, au-delà de 2 ans, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne bouge pas. Donc, les caractéristiques, c'est que ce retard pubertaire est souvent très fréquent, plus fréquent chez le garçon que chez la fille, et il est surtout fonctionnel. Et il est surtout fonctionnel chez le garçon, donc c'est ce qu'on appelle un retard pubertaire simple, et souvent, il est organique chez la fille. Alors, les mécanismes de l'hypogonadisme, hypogonadotrope, qui est un retard pubertaire d'origine centrale, c'est beaucoup plus en rapport avec un défaut de production ou d'action de LH, RH ou de LH et de FSH. Donc, on invite les pédiatres à faire une démarche étiologique devant un garçon qui vient vous voir à l'âge de 14 ans et demi, 15 ans pour un retard pubertaire, ou une fille qui vient vous voir après 13-14 ans pour un retard pubertaire, c'est-à-dire son développement des seins. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est l'anamnèse. Et dans l'anamnèse, on voit les antécédents familiaux, d'abord l'âge des règles et de la maman, l'âge de la puberté de la maman et du papa. Donc, s'il y a un retard pubertaire familial, donc ça nous réconforte, c'est toujours du simple. S'il y a une notion de stérilité, s'il y a une notion d'anosmie, je vous rappelle que l'anosmie, elle ne date pas que depuis la période de la pandémie du Covid. L'anosmie, on la connaît très très bien chez les enfants qui ont un type d'hypogonadisme central, le Kalman-Mortier, qui se manifeste par un retard pubertaire. Donc, les antécédents personnels, cet enfant, est-ce qu'il a une pathologie chronique? Ça peut être n'importe quoi, un asthme grave, mal contrôlé, une maladie cœliaque, une néphropathie. Est-ce que cet enfant, il pratique du sport intensif, il fait de l'endurance? Est-ce que c'est un enfant qui est anorexique? Et il faut toujours en parallèle à cet examen évaluer la vitesse de croissance. Et donc, on voit toujours comment il va grandir cet enfant. Si c'est un retard de croissance naturelle, surtout chez la fille, n'hésitez pas à penser au syndrome de Turner et donc chercher les signes cliniques en faveur et après on va orienter les bilans. Falida, je t'interromps. Il faut descendre avec ton curseur pour qu'on puisse suivre. On est resté sur la diapo retard pubertaire. Tu dois descendre d'un curseur pour suivre diapo par diapo. Tu restes avec le même mode et tu cliques sur le curseur en bas pour descendre sur la diapo. Voilà, là c'est bon. Voilà, tu continues comme ça, diapo par diapo. Ça fait donc, là, on voit très bien, là c'est très bien. Ça fait donc pas la peine le diaporama. Ça fait très bien. Comme ça, c'est donc bon. Je disais que si ce retard pubertaire est associé à un retard de croissance chez la fille, il faut penser au syndrome de Turner. Si il est associé à une grande taille, il faut penser à l'hypogonadisme hypogonadotrope et donc une origine hypophysaire centrale.
Si c'est un garçon ou une fille qui ont une cassure de la vitesse de croissance en parallèle à ce retard de puberté, il faut penser au déficit en hormones de croissance, voire même qu'il soit isolé ou qu'il soit dans le cadre d'un retard, d'un déficit hypophysaire multiple. Et si la croissance est normale avec une vitesse de croissance aux alentours de 5 cm par an normal pour l'âge et pour le sexe, eh bien, on est souvent orienté vers un retard pubertaire simple. Donc ça, ce sont des éléments oxologiques qui peuvent orienter le pédiatre pour sa démarche diagnostique. Est-ce que tu vois cette diapo, Khalid? Oui, c'est parfait, L'examen clinique. c'est bon. L'examen clinique. Alors, l'examen clinique, on disait qu'on commence par le stade de Tanner pour voir est-ce qu'il est toujours stade 1, stade 2, 3 ou 4, évolutif ou non évolutif. Il faut examiner les organes génitaux externes. Attention au micropénis, il peut être associé à un hypogonadisme central. Une gynécomastie associée ou non à un micropénis avec une très grande taille, ça peut être un syndrome de Klinefelter. Et d'autres signes dysmorphiques, voire même une fente labiopalatine, une agilité dentaire, des troubles d'audition, etc., qui peuvent orienter vers des syndromes génétiques où l'hypogonadisme peut être un élément du tableau. Alors, comment on va explorer les examens paracliniques et exploration cet adolescent, parce qu'en général, un retard pubertaire, on a affaire toujours à un adolescent ou une adolescente. Donc, on commence par les dosages des gonadotrophies, la LH, la FSH, et on évalue la fonction testiculaire par le dosage de la testostérone chez le garçon avec inhibin B, AMH, voire même un test de simulation. Chez la fille, la fonction ovarienne, œstradiol, avec LH et FSH bien sûr. L'inhibin B et l'hormone antimullérien, ce sont deux hormones produites par les cellules du Sertoli chez le garçon et la granulosa chez la fille. Ils sont de bons marqueurs de fonction testiculaire chez le garçon et ovarienne chez la fille, surtout chez les jeunes prépubères. Et ici, on va voir que l'inhibin B, elle aura beaucoup plus un rôle pour faire la différence, la discrimination entre un retard pubertaire simple où elle est pratiquement dans les normes, elle dépense 60, et un déficit central, un vrai hypogonadisme hypogonadotrope, où l'inhibin B, il va être trop bas. Et bien sûr, on continue l'exploration en fonction de l'orientation. Ben, si on a un retard de croissance avec un faciès trisomie, un faciès turnérien, on va demander un karyotype, etc. Donc là, c'est un tableau, c'est comment interpréter les hormones, l'inhibin B et l'AMH. On sait très bien que durant l'enfance, l'inhibin B, elle a tendance à être basse au début, tout en restant détectable chez le garçon. Et après, à la puberté, elle va augmenter au moment où l'AMH, qui était très élevée pendant la période prépubertaire, elle va baisser. Le test au LHRH, on peut le faire chez un adolescent de 14 ans et demi, 15 ans, quand on suspecte un hypogonadisme hypogonadotrope, mais c'est un test qui n'avance pas beaucoup chez l'enfant prépubère, d'accord? Et aussi, c'est un test qui serait inutile si vous avez un LH et FSH très élevé, puisque ça va vous orienter vers un déficit périphérique, et là, ce n'est pas la peine de faire le test LHRH. Le karyotype, en général, donc, comme j'ai dit, c'est aussi pour un déficit hypogonadisme hypergonadotrope, c'est-à-dire que quand la LH et la FSH elles sont très élevées, donc c'est une cause périphérique, c'est d'origine gonadique, on fait un karyotype chez le garçon cherchant un Klinefelter, chez la fille cherchant un Turner, d'accord? Ensuite, le bilan radiologique, on commence toujours par un âge osseux. Et donc, le fameux sésamoïde de pouce, c'est un os qui va apparaître au moment de la puberté. Donc, il faut le chercher. Et donc, il va évoquer, quand il est présent, il va évoquer un simple retard pubertaire, un retard pubertaire simple plutôt, un retard pubertaire simple. Un âge osseux qui va être supérieur à l'âge pubertaire, c'est-à-dire supérieur à 11 ans chez la fille et supérieur à 13 ans chez le garçon, eh bien, ça oriente vers un hypogonadisme central, un vrai hypogonadisme. L'échographie pelvienne, toujours vessie pleine pour voir l'utérus chez la fille et donc voir les signes d'imprégnation utérine par les œstrogènes qui vont être visibles par la taille de l'utérus qui va dépasser 37 mm. Et quand on est devant un hypogonadisme hypogonadotrope, hein, LH, FSH trop bas, le LHRH il est bas, là, on peut faire une IRM donc, pour chercher une cause hypophysaire, hypothalamique. Et enfin, chez les jeunes adultes ou adolescents au-delà d'un certain 17 à 18 ans, on discute des fois la densitométrie osseuse pour voir, pour évaluer le retentissement osseux de l'hypogonadisme, c'est l'ostéopénie. Parce que vous savez très bien
que l'œstrogène, il a un rôle sur la densification osseuse. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser traîner un retard pubertaire, parce que cette hypogonadisme peut être à l'origine d'une orthopénie. Voilà. Et donc, et enfin, si on va résumer les étiologies, nous avons des hypogonadismes hypogonadotropes, donc d'origine hypophysaire. Il y a des causes acquises, il y a des causes congénitales. Attention, dans les causes acquises, il y a beaucoup de déficits fonctionnels secondaires à des maladies chroniques à l'origine d'une dénutrition, comme la maladie cœliaque, l'anorexie mentale, d'autres pathologies chroniques, et surtout, l'activité physique intense. C'est des enfants de très grands sportifs. Les très grands sportifs, ils ralentissent leur croissance, ils ralentissent leur puberté. Et d'autres pathologies endocriniennes. Et donc, dans la pathologie hypophysaire acquise, on imagine une tumeur cérébrale, une irradiation hypophysaire ou un traumatisme cérébral. Dans les causes congénitales, vous les connaissez très bien, elles sont souvent accompagnées au retard de croissance, au déficit normaux de croissance, c'est l'interruption de la tige pituitaire. Sinon, à un certain âge, quand c'est un grand enfant qui vient vous voir uniquement pour une grande taille, un retard pubertaire avec une anosmie, il faut penser au syndrome de Kallmann-Morcier et d'autres syndromes génétiques comme le Prader-Willi, où il y a aussi un hypogonadisme central et des causes génétiques en rapport avec des mutations des récepteurs spécifiques du gène de LHRH. Ça, c'était les hypo-hypo. Alors, les hypo-hyper, c'est les hypogonadismes hypergonadotropes. Ce sont des causes périphériques, causes gonadiques, testiculaires ou ovariennes. Là aussi, elles sont soit congénitales, syndromiques, dans le cliféter, le Turner, les anomalies génétiques, soit acquises, de simples pathologies auto-immunes peuvent s'attaquer aussi aux gonades, anticorps anti-ovaires par exemple, et ça va être à l'origine d'une insuffisance ovarienne primitive, une chimiothérapie, une irradiation des organes génitaux externes dans le cas d'une maladie cancéreuse de la région pelvienne ou une chirurgie des gonades ou quelquefois dans les cas des ectopies testiculaires qui n'ont pas été abaissées à temps et finalement le testicule a été altéré et l'enfant il va développer plus tard un hypogonadisme hypergonadotrope. Donc hypo-hyper c'est LH, FSH élevé, d'accord? Et hypo-hypo c'est LH, FSH qui sont bas. Hypo, c'est cause centrale, au général, croissance normale, stade 1 de Tanner, âge osseux, il dépasse l'âge chronologique, des signes associés comme anosmie, hyposmie, agénésie rénale, syncynésie contralatérale, et sur le plan biologique, LH, FSH, testo, œstradiol, tout est bas. Ici, le LHRH, il est indiqué, il va être prépubère. Tandis que dans un hypogonadisme hypergonadotrope, les signes cliniques sont variables, il peut être petit si c'est un Turner, il peut être grand si c'est un garçon avec un cliféter. Mais là, on a testo basse, œstradiol bas, alors que LH et FSH, ils sont très élevés. Donc, en gros, c'est ça la différence. Alors là, c'est après, il y a le retard pubertaire simple. C'est le plus fréquent et vous les voyez souvent dans votre consultation de croissance. C'est un jeune garçon, souvent les garçons, qui va vous voir pour un retard de croissance. Il a 15 ans. Déjà, vous voyez qu'il a une voix qui n'a pas mué, qu'il est encore tout petit. Ça peut être familial. Toujours, la grand-mère lui dit « Ne t'inquiète pas, ton papa, il était comme toi. » Un retard statural modéré, voire un ralentissement prépubertaire avec seulement un décalage du pic de croissance pubertaire. C'est les garçons qui vont faire leur pic de croissance en terminale, alors que les autres, ils font leur pic de croissance au collège, au secondaire. Et donc, caractérisé par un retard de la maturation osseuse, chez la fille, l'âge osseux, il va être moins de 11 ans, chez le garçon, moins de 13 ans, c'est-à-dire inférieur à l'âge statural. Et en général, ils terminent bon, ils vont rattraper leur croissance plus tard, après la puberté. Ils vont atteindre la taille cible. Sur le plan biologique, LH, FSH, testo, œstradiol, tout est bas. Vous allez faire les explorations parce que vous allez craindre un différent nombre de croissance, surtout quand ils ont une cassure staturale, une IGF-1 trop basse. Souvent, vous allez faire les tests de GH, ils vont être très élevés, donc réponse normale. Ce sont des enfants qu'il faut traiter, donc il faut qu'il faut induire ou stimuler pendant une durée courte et après arrêter le traitement et il va faire son pic de croissance plus tard, il fera même un bon pic et ça sera fini. Donc voilà, comme ce petit garçon, à 13 ans, il vient, il décale.
Il avait une taille à moins 2,3 déviation standard, c'était très alarmant pour lui. La taille cible, il était à moins 1,5. Déjà à 13 ans, il était prépubère. La vitesse de croissance, il commençait à ralentir, 3,4 cm par an, alors qu'il devrait avoir 5 cm par an. Et donc, on le fait patienter, on fait toutes les explorations, tout est normal. Regardez ici la vitesse de croissance. À 14 ans, il avait toujours 3,3 cm, 14 ans et 7 mois, 4,2 cm. Ce n'est qu'à 14 ans et 9 mois, après une simulation, même 15 ans, après 15 ans, que le pic de croissance, il a commencé, que la vitesse, elle s'est accélérée, elle est passée de 3 à 9 cm. Regardez donc, et vous voyez ici, j'ai mis en plein pic, ici, dans ce pic pubertaire, lui, il a gagné à peu près 22 cm plus tard. Mais le plein pic, il survient toujours avec le G3. Et rappelez-vous que le G3, c'est le testicule entre 15 et 12 ml. Et le moment où le zizi il pousse, où l'enfant il fait son pic de croissance de la verge, c'est le moment où ils vont faire leur pic de croissance naturelle. Alors, donc ça, c'était un jeune garçon. Et finalement, à 17 ans, il avait un âge de 15 ans. Et en fin de compte, il a atteint une taille finale de 1,63. Oui, il est petit, mais son papa, il fait 1,65. Et même un petit peu moins. Et la taille cible, elle était 1,66. Donc, c'est un enfant qui a fait une cassure prépubertaire, un retard pubertaire. Et finalement, il a rattrapé la taille finale à l'âge de 17 ans. Deuxième cas de figure, alors voilà, je vais passer au traitement avant l'autre cas clinique. Alors le traitement, les principes du traitement, il ne faut pas les laisser sans traitement quand ils sont avancés au-delà de 15-16 ans. Bon, ça dépend, il y en a qui stimulent à 14 ans et demi, à 15 ans. Moi, personnellement, je commence à stimuler au-delà de 14 ans, 9 mois, voire 15 ans. Mais je leur donne de la vitamine D parce que je crains l'ostéopénie. Mais le traitement, il est débuté à un âge physiologique de la puberté. Mais quand l'âge osseux, il dépasse 11 ans chez la fille et 13 ans chez le garçon, je parle de l'âge osseux, pas de l'âge chronologique. Attention, il ne faut pas stimuler à 11 ans une fille. Et après confirmation, bien sûr, de diagnostic et être sûr que c'est un hypogonadisme. Et on commence en général par de très faibles doses d'hormones sexuelles, œstradiol ou testostérone. Pourquoi? Parce qu'il faut craindre la maturation osseuse. Et moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui ont terminé trop petits parce qu'on les a stimulés très tôt, de très très fortes doses. On a fait attention à la puberté et on a oublié l'os. Et après, les enfants, ils reviennent se plaindre de leur taille finale qui n'est pas correcte. Donc, attention, il faut éviter la maturation osseuse trop rapide. Les doses adultes pour les hypogonadismes centraux qui sont permanents et sont atteintes très 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 lentement, voire même 4, voire même 5 ans. On y va progressivement, on fait attention à la croissance. Et donc les protocoles d'induction, c'est à base d'œstradiol chez la fille et de testostérone chez le garçon. Les doses, elles sont très faibles au début, c'est le 1/10 de la dose totale de l'adulte. Il faut rester sur une faible dose jusqu'à 6 à 9 mois. Quand c'est un retard pubertaire simple, il faut faire juste 3 mois et arrêter et laisser-le se relancer. Mais quand c'est un hypogonadisme hypogonadotrope confirmé, central, permanent, et on sait que ce traitement sera à vie, attention, faites très 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 doucement, étalez-vous sur 2 à 4 ans, aussi bien chez le garçon que chez la fille. Donc, je n'ai pas beaucoup détaillé chez la fille parce qu'il y a des traitements oestroprogestatifs plus tard, je pense qu'on n'aura pas le temps. Après, il faut surveiller tous les 6 mois la tension artérielle, le stade pubertaire, la croissance, la biologie, le bilan hépatique, etc., la radiologie, l'hypopédienne. Donc, il y a une surveillance à faire avec l'endocrinologue pédiatre. Et voilà. Et là, je vais vous poser 2 ou 4 cliniques qui sont vraiment récents, que je viens de recevoir cette semaine, enfin, avec juste l'évolution, mais sinon, ce sont des enfants qui sont assez anciens. Alors, Tara, c'est un enfant que j'avais vu il y a très très longtemps, il avait 4 ans, je pense, il m'a été adressé de collègues endocrinologues pédiatres de Paris. C'est un enfant qui avait consulté pour un micropénis à l'âge de 7 mois, une verge de 2,5 cm avec des testicules ectopiques. Donc cet enfant, il a été opéré pour un abaissement testiculaire où on avait fait une exploration hormonale. À l'époque, Madame Raja Bronner, à l'époque, elle avait trouvé un taux d'inhibine B à 43, il était bas pour l'âge, l'AMH, elle était élevée, et on a traité le micropénis à cet âge par une cure d'androtardine. On a abaissé les testicules et on l'a envoyé au Maroc pour le suivi. C'est un Marocain.
Donc, moi, au cours du suivi, donc c'est un enfant, j'ai mis ici un petit résumé. Donc, à l'âge de 1 an et 4 mois, le bilan qui a été fait à l'âge de 7 mois, il a été fait un petit peu après la mini-puberté. Il était correct pour l'âge d'après les endocrinos, traité par l'androtardine. Après le suivi, moi, je l'ai revu en 2018, il avait toujours une petite verge. J'ai retraité par de l'androtardine, 25 x 3. Il a répondu 5 cm, j'arrête. Donc, entre-temps, un micropénis, je le traite et je surveille. Je me dis toujours, ce micropénis, est-ce qu'il cache quelque chose plus tard? Surtout si l'inhibine B elle est un petit peu élevée, basse. Et donc, je continue la surveillance. Je l'ai vu à 12 ans et demi, à 12 ans et 2 mois. Testo toujours basse, LH très basse, 0,11, FSH 0,5. L'AMH 19,9, il devrait être très élevé parce que la testo est basse, mais elle est dans les normes. Mais l'inhibine B, elle est trop basse. À 12 ans, elle était trop basse. Et donc là, une inhibine B qui fait la différence entre un retard pubertaire simple et un hypoglycémie centrale. Donc ici, je me dis, elle est moins de 60. Je pense qu'on est en train, on guette un hypo-hypo. Le stradiol, il était détectable et l'enfant, il avait fait une gynécomastie. Bon, comme le cariotype était déjà fait à Paris 46XY, on ne l'avait pas refait, donc il n'y a pas de syndrome de Klinefelter. Et après, l'âge osseux, il était à 13 ans et demi quand il avait 13 ans et 9 mois. Regardez, âge osseux égale âge chronologique. Donc là, ça fait hypo-hypo. Hein? Dans les retards simples, l'âge osseux, il est très bas. Et cet enfant, il grandit bien. Je vais vous montrer sa courbe de croissance. Donc la verge bascule entre 4 et 5 cm, toujours prépubère. Quand je l'ai retraité à l'âge de 12 ans par de l'Andractime gel, bah ici, je ne voulais plus introduire la testostérone parce qu'elle est aromatisée en œstrone et je risque la maturation osseuse. Je donne ici juste la dihydrotestostérone qui n'est pas aromatisée en œstrone. Et donc, avec de l'Andractime gel, j'ai fait pousser la verge de 4 cm à 6 cm. Je le vois à 13 ans et 9 mois, toujours prépubère, toujours LH basse, FSH basse. LHRH, le premier, il était toujours prépubère. Voilà, l'inhibine B, elle était trop basse. Il était verge, elle commence à pousser 6 cm, toujours testicule bas. Vitesse de croissance qui avait ralenti, là, je l'ai vu cette semaine, elle reprend un petit peu. Donc ici, moi, je sens cet enfant, je l'ai vu avant-hier, 7 cm de verge, testicule 2 ml, avec cette histoire chargée de testicules ectopiques ABC, d'un micropénis, d'inhibine B qui était basse déjà dans l'enfance et après qui est trop basse à 12 ans et demi, je l'ai refaite, j'attends le résultat. Je pense qu'ici, je me prépare à un hypo-hypo. Alors, je vous mets ici un autre cas qui est récent, je l'ai vu juillet. C'est un jeune garçon de 16 ans qui vient me voir pour un retard pubertaire. Avec un retard de croissance, taille 1,57, poids 51 kg, tanner A1, P1, S1, vers 5 cm, il n'y a pas de micropénis, mais les testicules ne sont pas palpés, ils sont ectopiques. Et ce garçon, quand j'ai posé la question, est-ce que tu sens bien les odeurs ou pas, il était très content qu'enfin quelqu'un lui pose cette question parce que ça le dérangeait qu'il ne sentait pas les odeurs. Et quand il en parlait au médecin, on lui disait c'est une simple rhinite allergique. Et donc, à l'interrogatoire, je savais très bien que j'étais devant un Kalman Mortier et je vais vous le prouver. Donc, je fais un bilan hormonal, testo trop basse, 0,21, FSH 1,7, LH 1,35. Je me disais, il y a peut-être un petit espoir, la LH 1,35 de base, allez, on va faire un LHRH. Mais quand je fais le LHRH, la LH, elle passe de 0,2 à 0,9, donc trop basse. La FSH de 0,3 à 1,2. Donc, le pic LH sur FSH trop bas, la LH moins de 5, c'est prépubère. L'âge osseux, 15 ans et 5 mois pour un âge chrono de 16 ans. Âge osseux égale âge chronologique. Donc, ce n'est pas un retard pubertaire simple. Donc, même si j'ai un retard de croissance. Parce que vous allez me dire, mais oui, les hypo, ils sont très grands. Ah, celui-là, il était petit, mais la taille cible, je ne l'ai pas. Je n'ai pas eu les parents avec lui. C'est un enfant qui vient de la campagne, accompagné par des gens de la famille. L'échographie testiculaire, les testicules très atrophiés, en situation inguinale, je l'ai confié au chirurgien pour l'abaisser. Hein, il va l'abaisser à 16 ans, c'est vraiment trop tard. Et je fais une IRM, et regardez l'IRM, elle me donne le diagnostic parce que j'ai une agénésie ici, regardez, des bulbes olfactifs. Et ce qu'il faut demander dans une IRM hypothalamo-hypophysaire chez un enfant,
qu'il y a un retard pubertaire avec une anosmie, c'est, s'il vous plaît, montrez-moi les bulbes olfactifs. Et donc là, j'ai une agénésie des bulbes olfactifs qui confirme la maladie de Kalman. Bien sûr, il faut faire une étude génétique, d'accord? Ça va être fait plus tard en cours, mais pour le moment, je ne pense pas que ça doit être autre chose. Et Agnès Langlard, je pense qu'elle est d'accord. Donc, c'est un jeune garçon qui va être confié au chirurgien le plus vite possible pour abaissement testiculaire et qui va commencer son induction pubertaire. Mais des enfants comme ça, ils ne pourront pas faire la spermatogénèse parce que dans le traitement, il n'y a pas que la testostérone, il y a la FSH, il y a le purégan, il y a un protocole pour induire la spermatogénèse plus tard. Troisième cas clinique, Nadia, que j'ai reçue à 17 ans. Très grande fille, 1,63, 49 kg, A1, P3, donc elle a des poils, et S1. Alors, Nadia, elle a un retard pubertaire et c'est une fille dont l'échographie, elle a montré un utérus. Moi, je me croise les doigts quand j'ai une fille qui a 16-17 ans qui n'a pas de puberté. Je crains toujours une DSD, donc une insensibilité totale d'androgène. Donc là, la première des choses que je fais, c'est l'écho. Ouf, j'ai un utérus. La NH et FSH qui sont revenus plus tard, eh bien, elles sont élevées. Et donc, c'est quoi? C'est un hypo-hyper. Donc, hypogonadisme, hypergonadotrophe. C'est-à-dire que c'est l'ovaire qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas un Turner, puisqu'elle est de très très grande taille, elle n'a aucun signe dysmorphique, elle a un 46XX. Le stradiol détectable, l'inhibine B très basse, inférieure à 15, l'AMH très basse, et donc là, l'inhibine B et l'AMH de cette fille, ce sont des marqueurs de fonction ovarienne. Ils sont sécrétés par les cellules de granulosa. Et je trouve des anticorps anti-TPO positifs, mais les anticorps anti-ovaire négatifs. Je m'arrête là à l'exploration, je n'ai pas les moyens d'avancer. Alors, cette cause est peut-être d'origine génétique. Il y a des gènes qui codent dans le développement de l'ovaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a cet enfant. Est-ce que les anticorps ils seront positifs plus tard? Si c'est une maladie auto-immune, je ne sais pas. Alors, tout ce qu'il faut faire ici, c'est induire progressivement la puberté avec des doses de 17 bêta-œstradiol œstrogène naturel, très faible dose, le 1/10 de la dose. Je suis à un quart du comprimé de hormone 1 mg pendant 6 à 9 mois. Après, j'augmente progressivement. Et regardez, au moment où moi j'augmente progressivement, je passe de 1,56 à 1,63. Pardon, je l'avais vu, elle avait 1,56. Donc, je passe de 1,56 à 1,63 progressivement. Au fur et à mesure que j'augmente progressivement, j'essaie de ne pas augmenter rapidement pour pouvoir atteindre une taille correcte. Et une fois que j'atteins une taille correcte pour l'âge, je peux induire, compléter mon cycle artificiel en introduisant du façon en fonction du protocole. Dernière fille que je viens de voir il n'y a pas plus de 2 mois, je pense 1 mois, en juillet, cas clinique, alors hypo-hyper, c'est très clair, très simple, Wissal, 16 ans, très petite taille, 1,37, elle était à moins 5 DS, 40 kg, elle avait un 1 P1S1, pour moi c'était très clair, elle avait un faciès Turner, j'ai pas vraiment eu de mal à faire le diagnostic, mais ça m'a fait un peu de peine que cet enfant, elle était suivie pendant 2 ans par un endocrinologue d'adulte dans sa petite ville. Il a traité comme hypothyroïdie sur une T4 normale, T3 basse et TSH normale. Même si c'était une hypothyroïdie vraie, je demande toujours aux confrères de faire un karyotype chez une fille très petite qui fait une hypothyroïdie confirmée auto-immune et qui ne pousse pas très bien sous l'évothyrox. Parce que les syndromes de Turner sont porteurs de dysthyroïdie auto-immune. Donc, c'était trop clair pour moi. Donc, je m'attendais à un karyotype mosaïque, 45X et XX. L'âge osseux, 11 ans et demi. Dysgénésie ovarienne, LH très élevé, 18, FSH 112, œstradiol non détectable. Voilà. C'est un syndrome de Turner. Donc, en fin de compte, j'ai pas mis de conclusion, désolée. Mais en fin de compte, le retard pubertaire, comme le retard de croissance, j'insiste sur le fait que ça peut être juste la tête de l'iceberg. Donc, souvent, il est un retard pubertaire simple, il ne faut pas passer à côté, mais attention, quand il n'est pas simple, il ne faut pas se dire, c'est bon, c'est le diagnostic, induction pubertaire et c'est fini. Non, il faut faire un bilan étiologique derrière ça et trouver l'étiologie. Et une dernière chose, c'est que j'invite les pédiatres à connaître les stadifications de Tanner, que ce soit quelque chose de systématique dans l'examen clinique, parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui
sont passés par des confrères pour des pathologies chroniques, mais on n'évalue jamais le stade de sa mère. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.